Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver en cette matinée du 6 septembre 2020 pour 1h30 de direct en votre compagnie. Alors, ce matin, nous allons revenir sur un petit, on va dire, des catastrophes naturelles qui touchent chaque année nos forêts, notamment les incendies, les feux de forêt. Et un représentant donc de la direction générale des forêts viendra nous parler un petit peu du bilan des incendies qui ont ravagé des hectares et des hectares de forêt. Alors la reprise se fait un peu partout, notamment dans les salles de lecture, dans les bibliothèques qui dépendent de l'établissement agriculture. Alors plusieurs mesures préventives sont prises en compte justement pour assurer une bonne ambiance et surtout pour assurer la sécurité des lecteurs. Un représentant d'agriculture sera parmi nous pour parler donc de ces mesures préventives et sur la reprise des salles de lecture. On terminera l'émission aussi avec un hommage à un des grands musicologues algériens qui nous a quittés il y a quelques jours. Il s'agit de Nasreddin Baghdadi. Alors ses amis, ses collègues seront parmi nous pour revenir un petit peu sur son parcours, les rubriques habituelles du dimanche, notamment en compagnie de Farah Tibouch. Farah Tibouch ce matin va s'intéresser beaucoup plus à ceux qui vont passer les examens, notamment, il faut le rappeler, alors demain ce sera l'examen du brevet. Alors on souhaite déjà bon courage et bonne chance et bonne réussite à tous les élèves qui vont passer leurs examens. Alors Farah Tibouch s'intéressera ce matin sur les aliments qui protègent le cerveau, les aliments qui donnent de l'énergie. Voilà donc pour cette matinée, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Bina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bina, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Très bien. Alors, pendant le sommaire, je parlais donc des examens. On souhaitait donc une bonne réussite à tous ceux qui vont passer l'examen. Et ça vous a rappelé un beau souvenir, apparemment. Vous étiez juste en train de me le dire pendant le jingle. Exactement. Moi, quand je passais mes examens, chaque matin, ma mère me préparait une mchoucha. Alors, mchoucha, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bonne omelette finalement sucrée. Sucrée avec voilà. du miel. Avec du miel, voilà. Donc le plein d'énergie finalement, d'énergie, protéines. C'est vraiment un repas complet, hein, mine de rien. Et puis c'est très bon, il faut le dire. C'est très très bon. Alors, c'est préparé par la maman, c'est encore oui. Et puis le jour de l'examen, comme ça, on se sent vraiment bien dorloté. Hein. Exactement. Il faut le dire. Hein. Exactement. Et puis c'est vrai que c'est un repas aussi, plutôt c'est un plat aussi qu'on prépare beaucoup plus pour les femmes qui viennent d'accoucher, justement, pour leur donner de l'énergie. Et on dit aussi que ça donne beaucoup de lait pour les femmes qui allaitent. Ah ça je sais pas. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. De toute façon, moi je crois à ce que disent les grands-mères. Hein. Voilà, je crois à ce que disent les grands-mères parce que ça reste bon. Ça reste bon. Et puis moi j'y crois de toute façon, hein, parce que c'est vrai que les remèdes de grand-mère, dans la majorité des cas, ça marche. Voilà, les petites traditions, le rfef, premier jour d'école. Exactement. 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 Et puis il y en a même ceux qui font le rfef pour les examens, parce que les examens ils durent aussi. Pourquoi pas? Ça, je suis pas sûre, mais bon. C'est bien d'y croire aussi. Voilà, hein. exactement. On parle aujourd'hui de beaucoup d'énergie, on parle aujourd'hui de la théorie de... Ça va revenir. Ça va revenir. J'ai oublié cette théorie, pourtant j'en parle tout le temps. Mais c'est quand on a vraiment envie d'avoir quelque chose et ça vient. Oui. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié aussi. Ça va revenir. Mais sinon, il faisait plutôt bon ce matin. Oui, plutôt bon, mais on aura droit à des nuages. Hein. On aura droit à des nuages plutôt denses, hein, ce début de matinée, notamment allant au centre, mais un peu plus hein, vers la partie est, avec quelques pluies éparses sur la partie centre, un peu plus marquée vers l'est du pays. Ça va s'améliorer progressivement, d'abord sur le centre en début d'après-midi, et puis l'est en début de soirée. Des orages sur les Aurès, des orages également avec quelques pluies éparses. Sur le sud-ouest, la Saoura, l'extrême sud, le Hogar et le Sahara central. Un ciel dégagé sur le nord, Sahara, les Oasis ou encore le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une toute petite baisse hein, du mercure avec sur la moitié nord 26 degrés. À Annaba, on notera 29, à Alger 32 degrés, à Tizi Ouzou 30 degrés. Du côté de Djelfa, Al-Bayad 35, à Tiaret 33 degrés, Rardaya 36, à Bachar 40 degrés, Tindouf Adrar 41 degrés à Salah et enfin 36 degrés à Tanajou.
dans la cité Janet. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme. Sur l'ensemble des régions côtières, avec des vents entre 20 et 30 km/h à l'ouest et au centre, et entre 10 et 20 km/h vers la partie est. Place tout de suite à l'Europe. Pour la mer, oui. Nina, justement, avant de passer à l'Europe, donc là, on voit quand même qu'on a une mer plutôt calme. Alors, il est très conseillé, finalement, pour ceux qui passent les examens, de ne rien faire la veille, de sortir, de s'amuser. De s'aérer un petit peu l'esprit. De s'aérer pour Tout ne à pas verser un petit peu dans le stress. Ben voilà, hein, et on va avoir... ça tombe bien, justement. Ça tombe bien, Ça tombe voilà, bien. pourquoi pas. Donc, aller faire une petite virée en mer. Autant en profiter. N'est-ce pas? Il fait bon. Il fait bon, Pas trop voilà. chaud. La mer est calme. Je pense que c'est une journée idéale Voilà, aller à la pour plage. déstresser, pour déstresser. oublier un petit peu le stress du Oui, lendemain et j'imagine. puis se ressourcer. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une très très bonne idée. Donc, on allait partir en Europe? Exactement. On y va? Alors, en Europe, un ciel dégagé du côté de Rome, un ciel voilé à Istanbul, Kiev, Moscou, Londres, côté Mercure, on notera 19 degrés, à Berlin 21 degrés, à Vienne 30, à Rome 21, à Paris 20 degrés, à Londres 33, à Madrid et enfin 25 degrés à Moscou. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Merci beaucoup, Mina, pour Merci. ces nouvelles. Alors, on vous retrouvera tout à l'heure, midi, Tout à fait. après le journal télévisé. Après le journal télévisé. Voilà, très bien. On vous Exactement. retrouvera quand pour mon journal d'Algérie? Vendredi. Vendredi? Très Vendredi. bien. Donc, Voilà. on se donne rendez-vous vendredi. Avec Sinon, plaisir. tout à l'heure, après le journal télévisé de Voilà. jeudi. Voilà. Merci beaucoup, Mina. Merci et à on vous. vous souhaite une très bonne journée et puis bonne semaine à vous. Merci. Voilà. Alors, on continue et là, ce sera une pause musicale en compagnie de Meziane Amish. C'est la fin.
Chanson de Méziane Amiche, c'est la fin. Alors, chaque année, nos forêts sont frappées par des incendies. Ce matin, nous en parlons, donc en compagnie de M. Saïd Fritas. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors, M. Fritas, vous êtes chef de bureau des aires protégées et de la veille écologique. Effectivement. Voilà. Alors, il faut dire, M. Fritas, chaque année, nous faisons donc face à cette catastrophe naturelle qui n'est autre que les incendies qui frappent donc plusieurs hectares de nos forêts. Alors, quelles sont d'abord les principales causes, finalement, qui déclenchent ces incendies? D'accord, enfin, merci pour l'invitation. Les causes des feux de forêt, on peut les classer sous deux formes, d'une manière directe ou d'une manière indirecte. D'une manière directe, il y a volontaire et ce qui n'est pas volontaire, involontaire. D'une manière indirecte, on peut citer par exemple les décharges sauvages. Ça peut provoquer, ça peut en fait compliquer le départ de feu. D'une manière. Qu'est-ce que vous appelez les décharges sauvages? Les décharges sauvages, il y a les décharges publiques qui sont gérées par l'État. Les décharges sauvages, c'est ce qu'on trouve comme des ordures dans les périphériques de la forêt ou à l'intérieur des forêts. Ça veut dire que c'est des rejets de la population ou bien des industries qui jettent leurs choses à côté de la forêt. Ben, ces rejets, ça peut bon, on peut trouver des choses qui sont à la base, ils ont une réaction chimique et ça pose vraiment un danger pour la forêt. Ça c'est d'une manière indirecte, ça veut dire qu'il n'y a pas l'action de mettre le feu, mais à moyen terme et à long terme, ça peut provoquer vraiment une situation qui peut être un peu compliquée. Ça favorise finalement les incendies. Ça favorise les incendies. D'une manière directe, on trouve la catégorie des incendies involontaires. On cite par exemple les barbecues, on cite les feux de camp, et d'une manière volontaire, on trouve généralement on assiste chaque année à des agriculteurs qui veulent incinérer leur périmètre des champs et ça peut provoquer des incendies qui peuvent toucher que ce soit tout le champ et y compris la forêt qui est juste adjacente à ce champ. Les éleveurs aussi, des fois on trouve des éleveurs qui veulent assurer la régénération naturelle de la strate herbacée, pas la forêt, la strate herbacée. Du coup ils mettent le feu pour assurer cette régénération et généralement quand il y a des conditions météorologiques qui favorisent et qui aggravent la situation des étincelles, on trouve des feux de forêt comme le cas de cette année. Et il y a aussi la mafia, les gens qui veulent défricher un terrain pour l'avoir d'une manière illégale, et il y a aussi les actes de crime. Et donc là, on comprend que c'est finalement le facteur humain, il est le premier facteur à déclencher les incendies finalement. Bon, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un écosystème méditerranéen. L'Algérie a un écosystème méditerranéen. Et dans tout l'écosystème méditerranéen, ça veut dire la rive nord de l'Afrique, la rive sud de l'Europe, la Californie, le sud de l'Australie, le Chili et le sud de l'Afrique du Sud. Ils ont des caractéristiques météorologiques qui sont un peu spécifiques. C'est la précipitation qui est quasiment nulle dans le mois d'été, avec des hausses de température. On enregistre toujours des fluctuations, des hausses de température. Et la cause numéro un des incendies dans l'écosystème méditerranéen n'est pas naturelle. Ça veut dire que la hausse de la température n'est pas le facteur principal de l'incendie. Par contre, il aggrave l'incendie. La cause numéro une, c'est une action anthropique. Ça veut dire que c'est l'homme qui met le feu dans la forêt ou à proximité de la forêt. Alors justement, une fois que les incendies sont déclenchés, comment vous faites face à ces incendies-là? D'autant plus qu'il faut dire que ce sont des hectares et des hectares qui sont en feu. Oui, effectivement. Bon, pour chaque année, on valide le plan national de la lutte contre les feux de forêt.
ou bien la protection de la forêt en général, y compris la lutte contre les feux de forêt. Ce plan national, il doit être validé après la validation de ce plan dans chaque commune, après chaque daïra, après chaque wilaya, avec tous les parties prenantes qui peuvent aider à maîtriser les feux de forêt. On sait bien sûr, nous sommes dans la ligne frontalière, la direction générale des forêts et tout ce qui va avec conservation, circonscription, district, et aussi nos collègues de la protection civile, mais pas que ça. La localité, les associations, les gens de l'hydraulique, on cite aussi ceux qui font l'aménagement des territoires, des routes par exemple. Il y a aussi les citoyens, il y a aussi l'université même, elle aide dans prévenir au moins la situation là où il y a une fluctuation des précipitations, des températures. On cite aussi les institutions nationales telles que la ZAD, telles que celle de la météo, ils peuvent vraiment aider dans prévenir une situation qu'on ne peut pas contrôler si les incendies sont déclenchés. Voilà. Après cette validation, plutôt avant cette validation, on travaille durant toute l'année sur la sensibilisation contre les feux de forêt. Vous savez que les feux de forêt, ça commence, la campagne commence depuis le 1er juin jusqu'au 31 octobre. Mais avant ça, nous avons chaque année des campagnes pour sensibiliser les gens, pour sensibiliser les associations, pour sensibiliser les citoyens qui fréquentent la forêt. Alors justement, avant de parler donc de la prévention, de la sensibilisation et puis surtout de tout ce que vous faites pour la prévention contre les feux de forêt, là donc je vous propose un reportage. C'est un reportage donc sur les services des forêts, prémices de secours. Donc là on comprend quand même que vous faites un travail de collaboration. Donc vous n'êtes pas seul sur terrain, c'est clair, parce que de toute façon le problème lui-même il est assez lourd, donc il faut le concours un petit peu de plusieurs services pour contrer un petit peu les incendies. Et là Naïma El-Wailish justement s'est intéressée dans ce reportage sur les services des forêts, prémices de secours. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Chaque été, des milliers d'hectares de forêt partent en fumée. 4 incendies sur 5 se déclenchent par imprudence, c'est-à-dire par une intervention non pas naturelle, mais foncièrement humaine. Par exemple, كيما الناس اللي راهم يجوا يديروا الباربيكيو هنا يجوا يديروا الباربيكيو ويخلوا هذيك النار شاعله وكي يكون ان فون هكذا كي يكون الريح تكوزي parmi les causes تاع les incendies. On dit aux gens qui fréquentent les forêts en général de préserver l'endroit et de prendre leurs déchets pour laisser l'endroit propre à d'autres promeneurs. Et ne pas jeter parce qu'il y a des endroits où on met leurs poubelles. Plus de 3 mois que les services des forêts comme ici à Baïnem sont sur leur garde. Après avoir débroussaillé, ouvert pistes et routes, ils se tiennent prêts à intervenir H24. Dès lors que le vigile donne l'alerte, la brigade mobile fonce droit vers le foyer d'incendie pour les toutes premières interventions, en attendant le renfort avec matos lourd des services de la protection civile. Le 1er juin au 8 août, on a enregistré une superficie parcourue par le feu de 15 707 hectares, engendrée par 1618 foyers. Donc 31% en forêt, 39% en maquis et 32% en broussailles. Donc les wilayas les plus touchés, c'est la wilaya de Bijaya, Tizi Ouzou et Sitif et encore Bel Abbas. La protection des forêts, c'est une affaire de tous. Il faut savoir qu'une forêt, ça met un minimum de 4 décennies pour pousser. 3 générations entières pour que des plants atteignent 7 mètres au moins, alors qu'il suffit d'être attentif pour préserver et nos espaces naturels et notre faune. Voilà, c'était donc un tour que Naïma El-Wailish, à travers son reportage, a fait du côté de la forêt de Baïnem pour nous parler un petit peu de la prévention qui se fait par les services des forêts. Alors justement, M. Fritas, on parlait avec vous de la prévention. Donc vous avez parlé donc de la sensibilisation. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de prévention donc, que vous mettez sur terrain? Bon, bien sûr. Bon, on n'exclut pas aussi
j'aimerais bien citer le potentiel des réseaux sociaux parce que finalement, on trouve qu'on peut passer des messages par les réseaux sociaux, par les médias pour arriver à un résultat très clair. Ne pas mettre le feu pour n'importe quelle raison durant la période du 1er juin jusqu'au 31 octobre. Il faut être vraiment prudent. Parce que ça arrive où une personne, elle ne sait pas vraiment que c'est elle qui est la cause de l'incendie. Genre, on cite par exemple durant la période de l'Aïd, juste 2 jours après l'Aïd et 2 jours avant l'Aïd, on a assisté à des superficies qui ont doublé par rapport à 2 mois premiers ça veut dire juin et juillet. Voilà. Vers le 26 juillet, nous avons enregistré seulement 4000 hectares. En 3 jours, c'était 4000 de plus. En 2 jours après l'aide, c'était 4000 encore de plus. Et c'est énorme. C'est énorme, bien sûr, c'est énorme. Et ça coïncidait avec la canicule. Nous avons reçu un BMS de la part de la météo. Et nous avons, pour la prévention, quand on reçoit un BMS, on l'envoie directement. Ça veut dire avant 2-3 jours de la canicule pour dire attention, il faut mettre le dispositif là où les forêts qui peuvent être touchés par rapport à cette canicule. Bon, pour la prévention aussi, nous avons un matériel, ça veut dire dans l'exécution, nous avons un matériel pour maîtriser le feu. Nous avons des groupes d'intervention, nous avons des postes de vigie, nous avons des champs qui travaillent des chantiers qui travaillent dans les forêts, nous avons des points d'eau. Et cette année, l'État nous a équipés avec un renforcement de colonnes mobiles. Au départ, avant l'année 2017, nous avons eu 5 colonnes mobiles. Ça veut dire 5 colonnes mobiles, nous avons 40 wilayas qui sont concernés par la lutte contre les incendies. Dans les 40 wilayas, 5 colonnes mobiles, ça signifie que pour chaque colonne mobile, elle couvre 8 wilayas. L'année passée, nous avons doublé cette colonne mobile, ça veut dire 10 colonnes mobiles. 4 wilayas qui couvrent, une colonne mobile couvre 4 wilayas. Et cette année, nous avons 20 colonnes mobiles. Ça veut dire chaque colonne mobile, elle couvre 2 wilayas. Tout ça, c'est pour assurer l'intervention directe et la maîtrise des feux dès le départ. D'accord. Alors, justement, pour clôturer un petit peu notre débat, mais avant cela, Monsieur Freitas, alors je rappelle, vous êtes donc chef de bureau des aires protégées de la veille écologique. Alors, qu'en est-il finalement de ces aires protégées de la veille écologique qui sont incendiées finalement chaque année? Donc, quelle est l'importance finalement de tous ces aires protégées? Bon, les aires protégées par rapport aux incendies, il faut rappeler que les aires protégées, c'est quand on classe une aire protégée, c'est par rapport à la richesse de biodiversité et de l'habitat naturel qui est unique, qui est endémique. Donc faune endémique, flore endémique, plus les habitats naturels qui sont uniques. Ça veut dire qu'on ne le trouve pas partout dans l'Algérie. Les aires protégées, nous avons classé 9 aires protégées. L'année passée, nous avons classé le Babord comme le 9e parc national classé par la Direction générale des forêts. Il y a aussi le parc national de Jebel Babord, plus de réserves naturelles. Alors, le rôle des aires protégées dans la compréhension peut-être pour de la lutte contre les incendies, c'est en fait des témoins vivants de la biodiversité et de la gestion de cette biodiversité. Ça signifie quoi ça? Ça signifie que c'est notre repère. Si les incendies touchent les aires protégées et spécifiquement les zones centrales, la raison pour laquelle l'aire protégée elle est classée, ça signifie que nous sommes dans une situation très délicate. Cette année, heureusement, les aires protégées ne sont pas vraiment touchées par les incendies. Ça veut dire qu'on a assisté à des feux de forêt dans ces aires protégées, mais généralement c'est dans la zone périphérique. Ça veut dire que c'est la zone adjacente à la population. Très bien, voilà. Merci beaucoup, M. Saïd Freitas, pour tous ces détails. Voilà. Et on reste quand même avec les forêts, on reste quand même avec la production ou les richesses que nous donnent les forêts, notamment le liège, n'est-ce pas? Parce que justement, Saïda Mayouf, elle s'est intéressée à la production du liège à Tizi Ouzou à travers ce reportage que je vous propose donc de voir.
Nous sommes dans la forêt domaniale de Taksebt, Daïra d'Azazga à Tizi Ouzou, un massif forestier constitué de presque sa totalité de chênes-lièges. L'opération de démasclage ayant débuté en mois de mai tire à sa fin. Une récolte de 9200 kento est attendue pour cette campagne en cours. Il y a lieu de rappeler qu'à l'échelle internationale, la subrée mondiale s'étend sur 2 700 000 hectares. L'Algérie possède une superficie de 230 000 hectares. Elle est placée, ce qui lui donne une place à ce qui la classe à la 4e place mondiale. La wilaya de Tizi Ouzou enregistre une superficie de 23 000 hectares de chênes-lièges. Nous sommes en pleine campagne d'exploitation. Les prévisions nationales, c'est un peu plus de 70 000 quintaux. En ce qui concerne la wilaya de Tizi Ouzou, nous avons 9 200 quintaux. Ça veut dire que nous sommes à la 3e place après les wilayas de Jijel et de Taref. La récolte après écorçage est acheminée vers la pépinière de Tegma, dans la commune de Yekouren, où les ouvriers de l'entreprise régionale de génie rural, ERGR Durdura, sont à pied d'œuvre. Le tri des écorces récoltées demeure une opération de taille. Disons qu'il y a 3 niveaux d'intervention dans toute la filière. Il y a l'administration qui contrôle, qui coordonne tous les intervenants. Il y a l'entreprise du génie rural qui intervient pour l'exploitation. Et il y a en fin de chaîne les transformateurs qui vont acheter le liège, qui doivent faire une première transformation avant de procéder à son exportation et qui contribue c'est-à-dire à une rentrée de devises pour le pays. Les utilisations du liège sont diverses et variées et contribuent à la préservation de l'environnement, mais également à la promotion du tourisme. Certaines structures qui ont été, c'est-à-dire que les plafonds ont été réalisés à base d'amiante. Or que l'amiante, il est cancérigène. Actuellement, le liège, il a remplacé l'amiante en matière d'isolation, etc. Sa production, c'est-à-dire que comme elle existe, etc. Et il est impératif de le valoriser dans ce sens. Autre chose, c'est-à-dire que si je peux rajouter, c'est par rapport au métier d'artisanat. Nous sommes tous dans une région de zone de montagne, là où les Tizi Ouzou est à 90% de zone de montagne, et là des paysages paradisiaques, etc. C'est ce qui peut, c'est-à-dire générer de la richesse en matière de tourisme. Et ce tourisme, elle doit se faire en étroite collaboration avec les autres carrément, comme le liège. Nous savons tous qu'actuellement, avec le liège, nous pouvons fabriquer des sacs, des paniers, nous pouvons fabriquer des porte-monnaies, etc. Et bien d'autres choses que nous pouvons vendre qui peuvent générer de la richesse pour le pays. Il est à noter que la campagne du démasclage du liège coïncide avec la période où interviennent les incendies de forêt. À ce titre, la conservation des forêts de Tizi Ouzou déplore la perte dans les flammes de 400 hectares de la superficie de sa subrée. Et pour stimuler son cerveau, justement, première condition, une bonne alimentation. Et c'est un sujet que Farah Tibouch a choisi de nous en parler ce matin. Farah, bonjour. Bonjour. Ça va, Farah? Très bien. Bonne merci. reprise à vous. Merci à vous et bonne reprise à tous ceux qui ont rejoint leur poste de travail. Exactement. Ça va? Vous allez bien? Ça va. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, vous avez choisi quand même un sujet qui cadre bien avec l'actualité, n'est-ce pas? Puisque demain, nous aurons nos élèves qui vont donc commencer à passer le brevet. Tout à fait. Alors justement, Farah, dans ce sens, donc on parlait de stimuler le cerveau. Alors quels sont les aliments à privilégier pour un petit déjeuner surtout, qu'on a l'habitude de zapper généralement, de sauter, pour stimuler son cerveau? Alors justement, comme vous le disiez, c'est la période des examens et les étudiants ont besoin, pour booster leur concentration surtout et leur mémoire, ont besoin de bien s'alimenter. Pour cela, les spécialistes sont formels. Une bonne alimentation, elle commence, comme vous le disiez, dès le petit déjeuner. Bien évidemment, en condition de ne pas manger n'importe quoi. Et les spécialistes, justement, il y a eu beaucoup d'études qui ont prouvé que prendre un petit déjeuner complet améliore les performances académiques, c'est-à-dire qu'on assimile mieux les cours, on est mieux concentré. Et il réduit aussi les troubles de la mémoire et de la concentration au moins jusqu'à midi. Parce qu'il nous arrivait tous quand on était écolier, le matin, comme vous disiez un petit peu, on prend un petit déjeuner léger, et vers 10h on a déjà un petit on décroche, à 10h, exactement, on décroche, il y a le coup de barre, on est fatigué. Donc quand on prend un petit déjeuner complet, on tient jusqu'à midi. Et bien sûr, ce petit déjeuner,
il n'est pas fait, on ne mange pas n'importe quoi. Voilà, justement, j'allais vous poser la question. Un petit déjeuner complet, finalement, c'est quoi? Eh bien, il est recommandé de manger des aliments qui sont naturellement riches en glucides, en sucre et en fibres. Bien sûr, quand on dit naturellement riche en sucre, c'est pas le sucre qu'on rajoute, c'est-à-dire que c'est pas le sucre raffiné. Tout à fait, c'est le sucre naturel. Alors, on prend des céréales et du pain complet, pas le pain blanc à base de farine. Quand on dit les céréales, bien sûr, surtout pas les céréales industrielles qu'on achète dans le paquet. Céréales, c'est plus des mélanges de flocons d'avoine, de blé complet. Et aujourd'hui, en Algérie, on trouve du muesli. C'est un mélange de céréales qui sont cuites. C'est très bon, ça se vend à des prix abordables. Donc on peut introduire ça dans son petit déjeuner, du muesli. On lui rajoute du yaourt par exemple, ou alors du lait et des morceaux de fruits. Alors je connais une personne qui adore les céréales. C'est Mariam. Mariam, bonjour, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Comment ça va, Mariam? Très bien, très bien. Ah bah, alors pourquoi je disais qu'elle adore les céréales? Parce que je vais souvent chez elle. Ça, c'est entre nous. Voilà. Il y a toujours, elle m'offre toujours des céréales. Oui. C'est des céréales naturelles, pas industrielles. Naturelles. Voilà. Alors justement, on était en train de parler d'une alimentation saine qui peut stimuler, qui stimule le cerveau. Et Farah nous parlait du petit déjeuner complet, voilà, j'y arrive, qui était riche en fibres et en céréales. Voilà, fibres et sucre naturel. Donc on a dit les céréales et le pain complet. Les fruits, de préférence des fruits entiers, pas en jus, parce qu'on pense souvent que parce qu'on mixe des fruits frais, que c'est bon pour la santé. Pas toujours, il ne faut pas en abuser. Parce que lorsque vous prenez un jus de fruits, même s'il est naturel et frais à la maison, vous donnez d'un coup à votre corps une grosse quantité de sucre. Il va assimiler une grosse quantité de sucre. Ça va provoquer un pic de glycémie. Votre corps va sécréter de l'insuline pour faire baisser tout ça. Il va stocker tout ce sucre, donc vous allez prendre du poids. Et ensuite, tout de suite après, vous allez faire une hypo. Donc vous allez encore manger, c'est un cercle vicieux. Donc il est recommandé de manger un fruit entier. Parce que là, vous allez manger plutôt le sucre. Le corps va l'assimiler tout doucement. Ça ne va pas être une bombe de sucre d'un coup. Et en plus de cela, vous allez bénéficier des fibres. Des fibres, surtout. Alors que les fibres sont détruites lorsque vous le mixez ou vous le ou perdues, carrément, quand il s'agit des agrumes qu'on presse, par exemple. Donc, de préférence, un fruit entier. Autre chose, il est conseillé au petit déjeuner de manger des œufs durs. Pas frits, pas une omelette, c'est pas bon, mais plutôt des œufs durs. Par exemple, des fruits secs aussi. Vous pouvez rajouter quelques amandes. C'est vrai que les fruits secs, c'est très riche en fer, généralement. Voilà, c'est riche en fer. Oui, en fer. On trouve aussi du calcium, beaucoup dans les fruits secs. Et aussi, aujourd'hui, il y a le privilégié, par exemple, pour rester dans les fruits secs, le beurre de cacahuète à la place de la confiture qui est très sucrée. Et aujourd'hui aussi, le beurre de cacahuète, on le trouve dans le commerce. C'est fabriqué en Algérie. Il y a plusieurs marques, elles sont pas mal. C'est-à-dire, c'est à vous de chercher et trouver celui qui vous plaît. Donc, tout ça est disponible. C'est-à-dire que ce pas des produits qui sont importés ou tout est là. Bien sûr, les produits laitiers. Justement, Farah, par rapport aux fruits secs, j'avais même essayé, j'avais lu ça quelque part. Pour les fruits secs, paraît-il qu'une poignée d'amandes, c'est l'équivalent d'un paracétamol. Finalement. Oui, quand on a des migraines, quand on a des migraines, quand on a des maux de tête comme ça, une poignée d'amandes et ça fait l'affaire. Je l'avais même essayé, ça a très bien marché. Écoutez, à essayer, c'est un souvent mal à la tête, donc du part on va gagner un peu de calcium et en même temps, et puis on va éviter un petit peu les produits chimiques. Exactement, les médicaments. C'est à noter. Donc on vous a dit les fromages yaourts et bien sûr on évite les sucres rapides et les sucres raffinés. Donc pas de viennoiserie, le fameux croissant petit pain petit déjeuner, c'est pas aussi sain que ça. C'est la culture. Oui, mais il faut changer, il faut passer au pain complet avec du beurre et on a dit soit beurre de cacahuète ou alors un peu de confiture et ça fait pas de mal. On évite aussi les céréales industrielles et la pâtisserie aussi. Au petit déjeuner, c'est pas bon. Il est aussi quand pour booster, alors au-delà du petit déjeuner, on passe un petit peu au déjeuner. Donc pour booster sa mémoire et augmenter sa concentration, il est aussi conseillé de manger des aliments qui sont riches en vitamine B. Alors on trouve ça surtout dans le foie de volaille. Dans les œufs, on l'a dit tout à l'heure, les légumes secs, on a tendance un petit peu à les dénigrer, les légumes secs, les pois chiches, les haricots, en fait non, c'est très bon, c'est plein de vitamines, il y a des fibres, c'est des légumineuses, donc ça tient bien au corps, etc. Ça nous évite d'avoir des fringales, même pour des personnes qui veulent faire des régimes, etc. C'est bon aussi à prendre en compte. Les viandes rouges, bien sûr, c'est riche en vitamine B, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la viande rouge, les épinards et les produits laitiers. C'est très bon les épinards. Exactement. Donc voilà, pour ce qui est, on a dit petit déjeuner.
Donc finalement, Farah, avec un petit déjeuner comme ça, on n'aura même pas besoin d'une collation hein, vers 10h parce qu'on est vraiment exactement, à un moment exactement, donné. On tient avec moi jusqu'à midi. Donc il n'y a pas de problème. Midi. Voilà. Ah bah, très bien. En période d'examen, on l'a dit aussi que... Oui, voilà, effectivement. Donc, pas seulement en période d'examen, parce qu'on a, c'est vrai, on a tendance un petit peu à tout investir pendant les périodes d'examen. Exactement. Et, occasionnellement, et en dehors de cela, on va... Exactement. Voilà. Alors, justement, est-ce qu'il y a des boissons justement qui peuvent stimuler la concentration? Parce que là, vous disiez tout à l'heure que les jeux, finalement, c'était à éviter, finalement, c'était des idées reçues. Hein. On a l'impression que les jeux donnent de... Prendre du sucre. Voilà. On dit qu'il faut prendre du sucre, etc. Voilà, et puis il y a eu quand même ces idées reçues que voilà, les jeux de fruits, ça donne de la concentration, etc. Donc là, on est un petit peu, perdu. Donc voilà, on remet en cause tout. Alors, et justement, est-ce qu'il y a des boissons qui peuvent stimuler la concentration et aider? Oui, alors justement, l'hydratation non plus n'est pas à négliger. On a parlé d'alimentation, mais il faut aussi bien s'hydrater. Alors il y a des boissons, comme vous le disiez, qui favorisent la concentration, d'autres qui la perturbent. Donc la règle de base, bien sûr, à respecter, c'est de respecter la consigne, la recommandation de prendre entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. De l'eau. Ensuite, et c'est encore plus vrai en période d'examen, parce que le cerveau, quand il manque d'hydratation, on a du mal à se concentrer. On évite, on a dit, les boissons trop sucrées, comme les jus de fruits industriels, etc. Ça, on évite. Les sodas aussi, c'est pas bon. On l'a dit avant, on met en période d'examen, on essaie de faire un petit effort. Ne regardez pas, ne regardez pas. En période d'examen, on essaie de faire un petit effort, parce qu'on a dit, le mauvais sucre, le sucre industriel, il altère la mémoire. Il altère la mémoire, donc on essaie d'éviter. Même chose pour le café, parce qu'il va vous donner, il va vous garder réveillé, etc. Mais en fait, il va masquer la fatigue. Votre cerveau il sera trop fatigué pour assimiler et enregistrer tout ce que vous avez appris. Donc ça sert absolument à rien. Donc de préférence, buvez de l'eau. Si vous avez envie d'un petit jeu, ok, mais après avoir pris au moins 1,5 litre ou 2 litres. Voilà, donc toujours privilégier l'eau. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Farah. Merci à vous. Merci. Bon, vous restez avec nous, bien entendu. Mariam, ça va? Très bien. Vous allez bien? Oui. Alhamdulillah. Très bien. Quelques petites vacances peut-être? Oui, quelques petites vacances. Quelques petites vacances, ça a été? Très très bien. Très bien, voilà. Alors, ce matin, vous allez nous parler? Alors ce matin, je vais vous parler de l'armoise. Je suis sûre que ça va t'interpeller. Oui. Très amer. Oui, très amer, dont les vertus sont quand même inestimables. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc je vous en parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que d'abord c'est une période où il a fleuri pendant tout l'été. Ça va être le moment si vous voulez en acheter. Donc on va le retrouver dans le commerce. Il faut savoir que depuis des millénaires, depuis plus de 3000 ans déjà, on se soignait avec l'armoise. Donc l'armoise, il y a différentes espèces d'armoises. En Algérie, on retrouve à peu près une dizaine d'armoises. Donc entre autres, oui, une dizaine d'espèces d'armoises chez nous. Et la plus connue, c'est l'armoise blanche, donc chez commun, que nous trouvons un peu partout sur les hauts plateaux et en région stépique. Donc on connaît bien Cheikh aussi parce que il y a le fameux mouton de Oued qui broute cette herbe-là et c'est pour ça qu'il a qu'il a un goût très particulier et donc aussi depuis toujours, on a toujours mis du Cheikh dans le café dans les régions du sud. Oui, effectivement. Chose qu'on ne connaît pas. Aussi. Oui, donc c'est une tradition, c'est une culture que nous n'avons pas, nous les gens du Nord, donc mettre du Cheikh dans le café. Normalement en Nord, ils mettent mazhar. Voilà, exactement, exactement, voilà. Donc, pourquoi je parle aujourd'hui de l'armoise? Parce qu'en fait, elle a des vertus inestimables. Comme je vous l'ai dit, depuis très très longtemps, on a toujours soigné avec. Donc, ça soit les douleurs d'estomac, ça a toujours été un moyen de soulager la vésicule, le foie aussi. Sans compter aussi que c'est un vermifuge naturel. Donc, il faut savoir qu'on le donne aussi au pâturage pour les animaux. Donc, dès qu'on voit que les bêtes, que ce soit les vaches ou les bovins ou ovins. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne comme ça quelques doses d'armoise à brouter et en fait ça nettoie entièrement les intestins de tous les parasites qui peuvent... ça a toujours été un très bon anti-parasite. Donc voilà pour l'armoise. Il y a aussi un autre remède que les Africains, que les Algériens connaissent aussi, donc c'est contre le paludisme. On a toujours soigné
Oui, le paludisme avec l'armoise, et on dit que le résultat est spectaculaire. Donc quelqu'un qui est atteint de paludisme, on va dire qui a tous les symptômes, fièvre, tout ce qui s'ensuit, dès qu'il prend une tisane d'armoise, au bout de quelques heures, l'effet est là. Donc vraiment, c'est le remède miracle contre le paludisme. Finalement, il faut dire que nous nous sommes un petit peu éloignés de la nature, avec toutes ces vertus-là. Finalement, comme le dit si bien Dr Fethi Benachnou, on a trop cette culture de doigt, et on oublie finalement toutes les vertus de la nature, de ces plantes, et donc finalement il est très recommandé de revenir vers la phytothérapie. Tout à fait, donc les bons remèdes de grand-mère, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Bien sûr, bien se renseigner toujours, surtout quand c'est des tisanes, il faut savoir que tout peut être, voilà, tout le monde ne peut pas le prendre. Ou si on a une maladie chronique, il faut faire attention. Exactement. Donc de préférence, même si vous voulez faire une petite cure, vous allez commencer par de toutes petites doses. Et comme par exemple pour soigner le paludisme, c'est 7 jours. Donc il va falloir prendre des infusions. Et pour garder tous les bienfaits de l'armoise, il faut la mettre à tremper dans de l'eau froide pendant toute une nuit. Donc on peut aussi en faire des infusions. Un petit peu l'amertume, c'est non, ça? l'amertume est toujours là. Donc elle ne sera pas c'est-à-dire atténuée. elle infuse à froid. Voilà, infusée à froid. Donc aussi, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire chauffer de l'eau dès qu'elle chauffe, qu'il ne faut pas qu'elle soit bouillante. La verser, une fois qu'elle est bien chaude, on la verse sur l'armoise et la laisser infuser et prendre ça faire des cures en fait d'une semaine, se reposer une quinzaine de jours et reprendre encore. Voilà. Pour l'armoise. Comme quoi, c'est un traitement finalement. Exactement. C'est une thérapie. Oui, quelques universités de médecine dans le monde, ils ont carrément introduit un module de phytothérapie dans le cursus finalement universitaire de médecine, vu toutes les vertus que les plantes peuvent apporter. Et puis les gens sont revenus vers le naturel. Certains ont un petit peu banni les médicaments, ou bien ils essaient de ne pas trop les utiliser et aller plus vers des traitements à base de plantes. Ça a fait ses effets. Mais en même temps, surtout, faire attention. Oui, surtout l'armoise. Donc, il faut faire attention avant de toujours se renseigner, parce que quand même, il y a un dosage à respecter. Si on n'a pas, par exemple, la balance et tout, parce qu'il y a certaines contrées où c'est pas évident de trouver une balance pour peser 5 grammes et tout ce qui s'ensuit. Mais vous trouverez, par exemple, avec une cuillère, cuillère à café, cuillère à soupe, qui vous feront l'affaire. Il faut savoir que l'armoise a vraiment fait le boom à la période de la guerre du Vietnam, parce qu'en fait, beaucoup de gens qui étaient partis faire la guerre avaient été confrontés au paludisme. Donc ça a vraiment été un problème, et c'est de là qu'on a commencé à se pencher, parce que les Chinois, la médecine chinoise connaît on va dire ce remède déjà depuis très, très longtemps. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à soigner beaucoup de soldats qui avaient ce problème de paludisme. Et il faut savoir qu'en 2015, donc une chinoise, donc un professeur chinois a eu le prix Nobel, en faisant des études sur l'armoise. Voilà. Il faut dire aussi pour l'armoise, tout comme pour d'autres plantes aussi qu'on utilise comme ça dans ce genre de thérapie, on les trouve en pharmacie, et donc on peut avoir carrément des conseils du pharmacien qui pourrait donc nous orienter par rapport au dosage, comme vous le disiez. Tout à fait, exactement. Il vous dira si vous ferez infuser les feuilles ou les fleurs ou carrément les racines, parce qu'il faut savoir que chaque partie de la plante a des vertus spécifiques, des maladies spécifiques. Oui, tout à fait. Voilà. Donc même pour les parties du plante, il faut se renseigner. Il faut se renseigner. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Et puis finalement, ça se rejoint par rapport à l'alimentation. Donc tout est à base d'une bonne alimentation, tout est à base de plantes finalement, de la nature. Tout démarre de la terre. Exactement, tout démarre de la terre, effectivement. Merci beaucoup les filles. Farah, merci. Mariam, merci beaucoup. Donc on vous retrouvera très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres thèmes. Voilà, alors comme je vous le disais en début d'émission, les établissements agriculture ont ouvert leurs portes pour les lecteurs. Donc, ils ont pris en considération toutes les mesures barrières, toutes les mesures préventives, donc pour prévenir le coronavirus. Donc on retrouvera notre invité juste après cela. Après mois de confinement, les élèves ont repris le chemin de l'école pour préparer leurs examens de fin d'année. Ils sont 56 000 candidats au brevet d'enseignement moyen à avoir suivi des cours de révision répartis sur 5 600 collèges et encadrés par 43 000 enseignants. Pour l'épreuve du baccalauréat, le nombre des candidats qui ont suivi des cours de révision est de 200 000 candidats à travers 2400 établissements. Tous les moyens humains et matériels sont mis en place pour le bon déroulement de ces examens.
Cette année, ces épreuves qui se dérouleront du 7 au 9 septembre prochain pour le BEM et du 13 au 17 septembre 2020 pour le bac interviennent dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid-19. Un protocole sanitaire strict a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale. Les opérations de désinfection des établissements scolaires se poursuivent. Des bavettes sont confectionnées pour être distribuées aux candidats le jour J à travers le territoire national. Le ministère de l'Éducation nationale a adressé à l'occasion de ces épreuves officielles en coordination avec les opérateurs de téléphonie mobile des SMS pour sensibiliser les parents, les candidats et les encadreurs au respect impératif du protocole sanitaire. Pour ce qui est de l'examen de BEM, la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé plus de 15 000 policiers. Ils veilleront à la sécurisation de 1940 centres d'examen au niveau national et accompagner les mesures préventives prises par le ministère de l'Éducation pour assurer le bon déroulement des épreuves ainsi que l'acheminement des sujets et des feuilles d'examen au centre de collecte. À retenir également qu'un total de 3 861 détenus se présenteront aux épreuves du brevet d'enseignement moyen pour la session de septembre 2020 à partir de lundi prochain à travers 44 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Éducation nationale en tant que centre d'examen officiel. Et voilà, c'était donc un reportage de Badira Amarni qui s'est intéressé aux préparatifs donc, des examens du BEM. Voilà, et là donc nous recevons M. Fodil Hamouch. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors vous êtes responsable de la communication des établissements arts et culture. C'est bien voilà, ça. Alors je le disais en début d'émission que vous avez donc repris les activités des établissements arts et culture, notamment les salles de lecture, n'est-ce pas? C'est bien ça. Alors c'est très simple, comme tout le monde le sait, c'est juste après la pandémie qui a envahi tout le monde et on fait partie de ce monde. Bon, récemment, exactement le mardi passé, on a reçu une instruction émanant des services de la ville d'Alger. Nous instruisons à la réouverture graduelle, j'ai bien dit, la réouverture graduelle de nos structures concernant les salles de lecture. Et avec un protocole sanitaire strict, clair et net. Alors, la réception de cette instruction, on a commencé déjà à le faire et on a réouvert les 4 structures qui sont au niveau d'Alger Centre, en commençant par la bibliothèque centrale, la salle de lecture ARA et celle de Bachir Mentouri et du centre culturel Mustafa Kateb qui est à la place Audin. Ce dispositif sanitaire consiste en quelques moyens qu'on a mis à la disposition, en commençant déjà par la désinfection des lieux avant et après, l'accès de chaque personne à l'enceinte. De chaque personne? Non, je veux dire avant l'accès de chaque personne, mais je parle de la structure. De la structure, oui. C'est le nettoyage quotidien, parce que là il s'agit de la vie humaine, il s'agit tout d'abord de l'hygiène de vie, et c'est dans ce sens qu'on a agi rapidement, où on a mis un distributeur de gel hydroalcoolisé, un tapis pour les pieds, la distanciation physique des tables, sachant que par exemple au niveau de la bibliothèque centrale, c'est une bibliothèque qui peut prendre en même temps une affaire de 150 personnes, mais cette fois-ci on travaille avec les 50%, de quoi mettre les tables qui prennent jusqu'à 8 personnes, on les a réduits à 3, et on a accès surtout sur le table individuel, une chaise par table. Bien sûr, en mettant les affiches, les autocollants par terre, l'accès d'un côté et la sortie de l'autre côté. Sans oublier, bien sûr, les agents d'établissement agriculture qui sont à la porte de l'accès, où ils prennent la température de ceux qui viennent chez nous et leur mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires afin de perpétuer cette bonne tradition, parce que c'est vrai que la pandémie elle existe déjà depuis 6 mois. Mais c'est un combat acharné dans ce sens afin d'éradiquer cette pandémie et de la prendre tout d'abord par un slogan, la prévention, et aujourd'hui on dit que cette prévention devra être un comportement journalier, quotidien du 1er janvier au 31 décembre. Parce que tout d'abord il s'agit de la sécurité sanitaire de la personne, de la vie humaine et de la société d'une manière générale. Comme on fait partie de cette société et surtout notre
champ d'action qui est la culture. On parle beaucoup de la culture, quoique on a tendance parfois de penser culture, c'est tout ce qui est lyrique, théâtre, chant et autres. Or que la culture, c'est bien de préparer, disons, un élément pour la société qui sera producteur d'idées et d'un comportement correct pour le bien-être de tout le monde. Alors, vous avez évoqué un petit peu l'organisation des établissements, notamment des salles de culture, des lectures, pardon, et donc vous avez réduit à moitié le nombre. Alors, bien entendu, on ne peut pas prévoir le nombre de lecteurs qui vont venir par jour. Alors, si par exemple vous dépassez un petit peu le nombre, comment vous allez gérer un petit peu la situation? C'est très simple. Au niveau de l'établissement agriculture de l'aide d'Alger, toujours des plans A et des plans B. Voilà, alors je parlais du plan B. Voilà. Il y a toujours des solutions. Il y a un problème, il y a une solution qui... Surtout que c'est les examens qui arrivent, oui, on est très conscient aussi, du donc, flux voilà. des élèves, que ce soit ceux du moyen, du secondaire et de l'université. De l'université aussi. Donc, Alors, un petit schéma très rapide. On est à Alger, on est exactement au cœur d'Alger. On a la bibliothèque centrale qui est au niveau de la salle Ibn Khaldoun. Plus bas, à 5 minutes de marche, on a le centre culturel Mustafa Kateb. Juste à côté, en plus bas encore, à 5 minutes, on a Ara. Oui. Et juste à côté, on a Béchir Bentouri. La proximité est importante. Voilà, on a inséré les responsables dans le cas où ils seront dépassés par le nombre de lecteurs ou bien des gens qui vont venir dans ces salles. Alors ils se contactent entre eux et on oriente ceux qui n'ont pas pu avoir une place à la salle, par exemple à la bibliothèque centrale, ils pourront bien prendre place à la bibliothèque de Mustafa Kateb. Voilà. Sinon Béchir Bentouri, sinon Aga. Au pire des cas, on a une autre salle de lecture, elle est juste à côté à Abban Ramadan. C'est une affaire de un quart d'heure de marche. Ça n'a pas marché avec Abban Ramadan, on a une monnaie de chance, juste à côté à Bab El Oued, Rachid Kouache. On n'a pas Rachid Kouache, on a la salle Kitani. On est surpassé dans ces structures-là qui sont au nombre de 8. On peut monter juste à côté à une vingtaine de minutes au centre culturel de Oued Koresh, Haran Rachid. Alors vous voyez que l'établissement agriculture, c'est vrai qu'on a des plans A classiques dans des salles dont on dispose d'énormes moyens. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas les capacités d'autres structures à l'image de la Bibliothèque nationale, mais on a de quoi faire face à la demande. Voilà. Sinon, il y a toujours une monnaie de change, c'est-à-dire il y a toujours des solutions aux problèmes ou bien des imprévus qu'on aura quotidiennement à gérer. Pour ça, tous nos éléments, ils ont été instruits de prendre en charge les adhérents de leur structure, c'est-à-dire en travaillant dans un air de collégial, de trouver une monnaie de change par rapport à ce qui s'est posé. Voilà, et puis la proximité joue aussi en votre faveur. Exactement. Il y a soulevé autre chose que j'ai oublié en parlant des dispositifs qu'on a pris en charge. C'est-à-dire que, si vous avez remarqué, en rentrant dans nos structures, on a enlevé les livres, sachant qu'il y a le côté de la touche. Oui. Et la touche, ça peut porter cette... J'allais vous poser la question par rapport à ça, justement. On a arrêté momentanément l'empreinte des livres. L'empreinte des livres, voilà. Alors là, M. Hamouche, nous sommes en train de découvrir quelques images, justement, sur le dispositif que vous avez mis de sécurité, de prévention, d'hygiène. Vous avez mis, donc, à la disposition de ceux qui viennent, donc... en salle de lecture. Donc vous parliez des prêts des livres, donc vous avez arrêté momentanément. Voilà, momentanément. Dans toutes les vous l'avez dit de toute façon, hein, la reprise se fait de façon graduelle. Graduelle, parce que c'est vrai que la pandémie elle a existé, et il y a d'autres pandémies et épidémies qui ont existé à travers l'histoire de l'humanité, mais c'est avec un combat acharné, permanent, régulier et quotidien qu'on pourra éradiquer toutes ces pandémies, y compris du Covid-19. Si vous prenez par exemple en paramètre, par exemple, les dernières statistiques, commençons par celle d'hier, on est à 294. Alors, on touche le bois, le fer et l'acier en même temps. Inch'Allah, ça va continuer vers la baisse. Au moment où il y a d'autres, nos voisins qui sont à 7000, à 8000, peut-être plus. Bon, on ne va pas dire chah, mais on espère à toute l'humanité, sans exception, que cette pandémie va disparaître. Mais avec quoi? C'est pas avec la négligence, c'est pas avec khatani terrassé. Non, c'est d'agir dans le bon sens, avec les moyens classiques et les moyens nécessaires, parce que, à vrai dire, le musulman lui-même, il est appelé par devoir et par confession d'être propre. Et si on est propre, si on est correct dans notre vie quotidienne, certainement qu'on peut éliminer pas mal
disons, de problèmes sanitaires qui se posent vers nous. Parce que la règle, c'est nous-mêmes. En commençant par la personne, on ne se prend pas en charge et on ne pense pas à nous-mêmes. Qui est-ce qui va penser à notre place? C'est dans ce sens, nous, en qualité d'établissement agriculture, c'est vrai que, je vous ai dit déjà au départ, on a plusieurs champs d'action et la mission qui nous a été donnée au premier lieu, c'est de prendre en charge la culture d'une manière générale et de la préserver et de l'enrichir. L'enrichir avec quoi? Avec les bonnes habitudes. L'Algérie aujourd'hui dispose, si je ne me trompe pas, de 10 millions d'élèves de la première année au palier supérieur. Alors 10 millions dans une société, c'est peut-être 1 million de fois le pétrole dont on dispose. Oui. Si on va prendre en charge un bon investissement, surtout, comme je le dis en arabe, ras el mal, c'est nos enfants. Oui, c'est le prendre capital, en charge, effectivement. le capital, il est inestimable. Et des fois, ce nombre d'enfants, on essaie tout de même de faire dans ce sens que c'est vrai que la constitution sociale le jeune est très de demain, jeune, c'est l'enfant d'aujourd'hui, et le prendre en charge et le mettre sur la bon rail et le bon chemin, c'est l'Algérie de demain, c'est l'Algérie fleurissante, c'est l'Algérie de la stabilité, de la prospérité, de la joie aussi. Inch'Allah. Alors je reviens un petit peu au dispositif d'hygiène, de prévention, de sécurité que vous avez mis au niveau des salles. Alors ce sera une question que je vous poserai étant moi-même étudiante il y a quelques années de cela. Alors particulièrement pour les universitaires par exemple, on a tendance à faire des travaux en groupe, donc qu'on doit remettre bien entendu aux professeurs, aux enseignants. Alors dans votre dispositif, c'est une personne par table, c'est 3 personnes donc dans des tables de 8. Alors si par exemple les jeunes, les lecteurs viennent en groupe, alors est-ce que c'est permis quand même qu'ils fassent leur travail en groupe ou vous préférez momentanément, encore une fois, qu'ils soient séparés et puis... Je reviens toujours aux règles. Oui. Quand il y a une exigence, il y a une urgence, c'est-à-dire on ne peut pas y jouer, on ne peut pas se permettre et impliquer les sentiments au milieu. C'est vrai, pour les étudiants qui travaillent en groupe. Moi, je dis peut-être un groupe de 4 dans une grande table, peut-être c'est faisable. Mais au-delà de ça, on ne peut pas le faire. On doit être strict, ferme et appliquer l'instruction qui nous a été donnée, bien sûr, par les autorités administratives, mais venons déjà par la cellule de santé de réflexion qui est au ministère de la Santé, qui donne ces instructions et qui les transmet à qui de droit au niveau des wilayas et qui nous le transmet à nous-mêmes. On ne peut pas y jouer là-dessus. Effectivement. C'est-à-dire qu'on est vraiment clair, c'est-à-dire même pour tout ce qui concerne ces directives qu'on a reçues. C'est l'application à 100%. Voilà, c'est l'application à la lettre, effectivement. Bon, il reste toujours les moyens de communication autrement que la rencontre sur une table. Il y a toujours les moyens des réseaux sociaux qui peuvent le faire sur le Zoom ou autre chose. J'ai vu quelque chose qui m'a vraiment plu hier au niveau de la télévision nationale. Ils ont diffusé quelque chose comme les enfants de Ouergla, il me semble, de Tougourt, quelqu'un qui a, c'est bon, clôturé le Coran à 60 c'était le Hizb via le Facebook. Alors pourquoi pas le faire pour les étudiants? Pour les étudiants. Et puis on rappelle à chaque fois que c'est momentané. Hein, c'est momentané. C'est déjà pas mal que les établissements agriculture ouvrent déjà. C'est vrai qu'on à crier joie qu'on est à 294, mais il ne faut pas s'endormir. Hein, parce que le moindre relâchement, erreur, on la paiera très cher. Or que l'Algérie, maintenant, on essaie d'avancer sur tous les plans. Et surtout, quand un citoyen est en bonne santé, on peut y penser à faire de belles choses là-dessus. C'est un investissement qui est porteur. Effectivement. Alors, vous avez ouvert, ça y est, c'est fait? C'est bon. Pour l'instant, on a Vous avez ouvert quand? On a commencé déjà le mercredi, jeudi la 2e étape. Hier samedi la 3e étape et la dernière étape aujourd'hui le dimanche. Inch'Allah. Donc vous avez déjà reçu des lecteurs? Vous avez déjà reçu Bon, parce qu'on a déjà le Facebook établissement agriculture, on a annoncé la réouverture graduelle et on a fait des affiches aussi. Il y a aussi le bouche à oreille parce qu'il y a des gens qui viennent. D'autant plus qu'on a la fermeture a vraiment duré, mais Dieu merci, mieux vaut tard que jamais. L'établissement agriculture, c'était pour la bonne cause. L'établissement agriculture, elle est à l'écoute et à la disposition des élèves, des étudiants et des lecteurs surtout. Et j'annonce, je sais pas, on le dit à notre niveau à l'agriculture, c'est un devoir d'être à la disposition. Et pour les horaires de travail,
On a fait une prolongation d'ouverture jusqu'à 20h du soir. Ah, ça c'est bien. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Et là, on est ferme aussi qu'on veille à ce que nos structures seront ouvertes jusqu'à 20h du soir. 20h du soir, le matin, vous ouvrez à quelle heure? À 10h. À 10h, donc de 10h à 20h. 10h à 20h. Très bien. Et justement, donc, vous avez commencé à recevoir les gens qui viennent? Eh bien, figurez-vous que, par exemple, j'étais la dernière fois au moment du reportage au niveau du centre culturel Mustafa Kateb. Le hasard a voulu qu'au moment de l'ouverture, au moins il y a eu deux étudiants qui sont présentés, parce qu'il y avait une affiche à l'extérieur de l'établissement. Il y avait aussi des communiqués à travers notre page Facebook, et ils commencent à venir. Croyez-moi que peut-être au courant de cette semaine, peut-être demain, on aura affiché plein. Mais toujours, on essaye d'aménager les structures dont on dispose. Et j'imagine que les gens qui viennent, ils se mettent très vite donc, aux mesures préventives. Hein, parce que de toute façon, c'est un réflexe qui a été pris pendant ces mois-ci. Il ne faut pas oublier aussi le volet de la communication qui est très important dans cette opération. On a instruit tous nos éléments d'être très attentifs au moindre dérapage. C'est-à-dire qu'on reçoit quelqu'un qui ne veut pas mettre, nous les Algériens, il faut le dire, des fois on a la tête dure. Je ne vais pas mettre. C'est-à-dire essayer de le convaincre c'est-à-dire qu'il est par obligation tenu de la mettre, la bavette. Et de respecter le dispositif qui a été mis sur place. Sinon, on n'a rien fait. Très bien. Alors pour ça, soyons sûrs et certains qu'au niveau de nos structures, des agents de sécurité et d'hygiène, parce qu'on a des agents de sécurité, ils ont les deux casquettes, hygiène et sécurité. Ils veillent sur ça à l'accès de chaque structure. Voilà. Et bien sûr, je demande par le biais de notre télévision que ceux qui viennent chez nous collaborent avec nous pour l'intérêt général. Et surtout pour notre belle Algérie, qu'on est condamné d'être beau et belle. Voilà. Merci beaucoup, M. Hamouche. Vraiment, merci. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci surtout d'avoir apporté tous ces détails par rapport donc, à la réouverture, on rappelle, graduelle donc, des salles de lecture des établissements agriculture ici à Alger. Merci encore une fois et bonne continuation à vous. Voilà, alors on continue notre programme de cette matinée. Là, ce sera en pause musicale que je vous propose en compagnie de l'Hadj Mohamed El Ghafour et on se retrouve juste après. مرة نخمم صموت مرة نزيد شغبة مرة نزيد شغبة مرة نسكن سكينة يوعديك مرة بدمعتي مجرية بكي ودموعي سايلينا يوعدك مرة يزيد قلبك يا مريت في الملاحة بحلو مكمول زينة يوعدك عمروش شافته عيني يا ترى العاشق مسكن مرة يهيجوه شواقو مرة في قلبه يحزن هايم ولا يبان حماقو على المليح يدونن مرة يدوق شلة داقو من الحب داق شلة داقوه للولاعة القلب طاب وسلا بزو الشماعة الشرب طاب وحلا بزاه والخلاعة بزاه والفراوح ليام الفايتين يوعدي وانا بصفورتي منشيا بالعود والرباب وما قالوا الولعين
يوعدي والراحة وقت كل عشية قريت في الملاح بحاله مكمول زينة يوعدي عمروش شافته عيني بالعود والرباب مسلي قلبي مع حبيب الخاطر وانا على البساط معلي فرحان بالهنا نتباشر واللي نحب راه كملي راني نبات حامد شاكر ونقول يا اهل الحال خليوني في حالي نرجع تعود الوصال. Voilà, donc de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Là, nous étions en train d'écouter Hadj Mohamed El Ghafour. C'était un choix qui n'a pas été fait fortuitement, bien au contraire, parce que c'est un chanteur qui était plutôt Nasreddin Bardadi qui nous a quittés donc le 30 août dernier, était apprécié beaucoup justement Hadj Mohamed El Ghafour, et c'est ainsi donc que nous avons choisi cette chanson pour lui. Alors c'est un hommage que nous avons choisi de lui rendre aujourd'hui en compagnie de ceux qui l'ont connu de très près, notamment Amin Louli. Bonjour. Bonjour. Ça va Amin? Ça va. Marhaba. Alors Amin, je vais vous présenter quand même si vous n'êtes plus à présenter. Voilà. Alors vous êtes réalisateur au niveau de la chaîne 3, de la radio chaîne 3, et vous avez beaucoup travaillé justement avec votre femme. Oui, bonjour, bonjour, merci pour l'invitation. Marhaba. Oui, je suis réalisateur à la chaîne 3, j'ai travaillé à la chaîne 3 depuis longtemps, et notamment avec le défunt Nasreddin Bardadi depuis très longtemps. En fait, on s'était connus à la chaîne 3, il était venu nous rejoindre à la fin des années 90 avec notre ami Sidal Idriss. Oui. À l'époque, on faisait une émission sur le Chabi, et lui, il est arrivé avec sa touche qui était le Haouzi, l'Andalou, et tout ce qui va avec. Il nous voilà, a... alors on va y revenir, Voilà. on va y revenir. Mais avant ça, nous avons un autre ami à lui qui a choisi donc d'être parmi nous ce matin pour parler de lui, pour revenir un petit peu sur son parcours. Il s'agit de M. Abdelkader Chekroun. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. J'imagine que ça a été un devoir pour vous aussi, de venir partager un petit peu votre relation avec le marhoum, donc Nasreddin Bardadi. Tout à fait. Voilà, alors vous avez été son ami donc depuis... Tout à fait. Donc, voilà. Depuis? Pardon? Vous avez été son ami depuis? Toujours. Depuis toujours. Voilà. C'est notre vie. Voilà. Alors, lorsque vous êtes rentré au studio, Amin m'a de suite dit vous avez choisi Mohamed El Ghafour, alors ce sera Abdelkader Chekroun qui va commencer. Oui. Voilà. Merci pour l'invitation. Donc, cet hommage à titre posthume pour le feu Nasreddin est bien mérité. Parce qu'il avait un parcours très, très riche. Soit en musique, soit en culture. Et je voudrais juste parler de sa généalogie. Donc, il est issu d'une lignée familiale de Chorfa. Donc, son grand-père était Sidi Ben Abdallah, qui était à la tête d'une zawiya des Qadiriya à Nedroma. Donc, il a toujours enseigné aux ulama le Coran, les sciences islamiques. De par son papa, pareil. Donc, son père il a été le premier procureur militaire à Blida. Il a été directeur du Palais des Nations. Il est membre fondateur de l'Interpol. Donc il avait une activité. Il est mélomane bien sûr, puisque il tient ça de ses parents, cet amour de la musique, de la culture et de l'art. Il le tient de ses parents. Et Nasreddin a été pour moi un modèle de vie. Un modèle de vie en matière de culture et de musique. Il avait une immense connaissance de la musique. Et particulièrement la musique andalouse. Il avait bien sûr, il a été professeur à Tlemcen, professeur de droit et de sciences. Il a été aussi bien sûr membre de l'Académie arabe de musique. Il a beaucoup travaillé, à Paris, il est resté longtemps à Paris, à la Sorbonne. Et c'est là qu'il a tissé les liens avec tous les chanteurs d'obédience andalouse, et particulièrement les judéo-andalous, tels que Renet. Il a été l'élève de Renet. Et il m'a fait connaître Renet. Il a été l'élève de Renet et l'élève de Hadj Ghafour. Donc c'est des grands maîtres, il est passé par les grands maîtres, et c'est ça qui lui a permis
d'évoluer dans la musique. Voilà. Et il avait une mémoire exceptionnelle. Donc il ne connaissait pas uniquement la musique, il avait la culture, l'art culinaire, c'est ça qui est, les relations, il connaissait le sport. Il avait une culture générale quand même très large. Et justement, Amin Ouli, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand il vous a rejoint donc à la chaîne 3, début 90, vous avez dit? Vers la fin des années 90. Voilà, vers la fin des années 90. Avant, juste, voilà. Donc vers la fin des années 90, donc, on comprend un petit peu la touche de laquelle vous étiez en train de parler tout à l'heure, à travers donc, ce parcours très riche que M. Choukron vient de nous relater. Et donc là, vous parliez un petit peu de sa touche qu'il a apportée finalement aux émissions qu'il faisait avec vous au niveau de la chaîne 3. Oui, c'était un grand mélomane de l'arabo-andalou. Et avec lui, on a beaucoup appris. Il nous ramenait des enregistrements inédits. Il nous expliquait les modes. Vous étiez gâtés, hein? Très gâtés. À la radio, nous étions très gâtés avec lui. C'est-à-dire, il avait des enregistrements que d'autres n'avaient pas. Et on faisait découvrir aux auditeurs. Il venait, il me disait, voilà, ça a été fait telle année, les années 50, les années 30, les années 40. Il avait des archives. De par sa connaissance, les gens nous appelaient et s'intéressaient à tout ce que faisait. Lui, comme disait Choukron, il avait ce verbe facile à expliquer à l'auditeur. Tout ce qui est qasaïd, lui, il les avait en tête. Il expliquait ce que voulait dire cette qasida, ce que voulait dire ce titre, ce que voulait dire ce mot. C'est vrai que Saïd, c'est plein de métaphores. Donc vraiment, mais lui, il expliquait pourquoi tel et tel auteur dans le XVIIe siècle, dans le XVIe siècle, a écrit tel ou tel qasida. Il parlait même du contexte, finalement. Ah oui, le contexte. Il donnait l'explication du sens du mot. Parce que les gens, beaucoup, moi-même, j'écoute, je suis un mélomane de l'arabo-andalou, du house et tout, j'écoute, mais je ne comprends pas tout. Et quand je ne comprenais pas, je l'appelais. Je l'appelais, il dit quoi et pourquoi, à qui a été écrit ce texte et tout. Il expliquait. Il avait cet amour pour l'arabo-andalou. Il avait cet amour. Et je tenais à le dire, Moussardine Brdadi est parti, il nous a laissé un legs. C'est-à-dire c'est à nous maintenant de le travailler, d'aller le peaufiner et de le donner aux personnes qui aimeraient l'avoir. Nous avons perdu une certaine, c'est vrai, je disais tout à l'heure aux amis, c'est une encyclopédie qui vient de disparaître. C'est une encyclopédie, non seulement dans le domaine musical qui est l'arabo-andalou, mais dans d'autres domaines aussi. Mais ce qui est intéressant aussi avec Marham Moussardine Brdadi, c'est que c'est une personne qui a investi finalement dans la transcription, j'ai envie de dire, dans l'histoire, dans la recherche, parce qu'il a écrit, il a enregistré des émissions, il a été pigiste aussi dans certains journaux. Oui, il a donné des conférences aussi à Paris, au Maroc, en Tunisie, en Syrie et tout. Quand il allait donner des conférences, il préparait ses textes et tout. Et souvent, le Moussardine Brdadi, aujourd'hui, souvent, il donnait des conférences sans feuille. Sans feuille. Moi, j'ai assisté avec lui à des conférences ici à Alger, sans feuille. Pas de notes. Les gens lui posaient des questions, machin, il lui répondait, il avait la réponse qu'il fallait. Quand vous lui posez la question, vous vous demandez, vous posez la question, il vous répond, vous trouvez la réponse juste. Voilà. Notamment non seulement plutôt sur la musique, sur l'histoire aussi, de la musique arabo-andalouse. C'est ça qui a fait que lui, il a aimé énormément l'arabo-andalou. Il expliquait. Le malouf aussi. Il excellait aussi dans toutes ces musiques-là. Alors Amin, vous qui avez beaucoup travaillé avec lui en tant que réalisateur, et lui donc avec toutes ces exclusivités qu'il vous ramenait, toutes ces recherches qu'il faisait aussi, alors quelle a été votre relation professionnelle? Est-ce que c'était une personne par exemple très exigeante? Parce que quand on a un parcours comme ça, généralement on est très exigeant, on veut à tout prix que tout soit parfait finalement. En radio, on y venait, on se voyait avant, on faisait la feuille de route. Comme on le fait un peu partout, on faisait la feuille de route. D'abord, on a fait la chaîne 3, lui et moi. Après, on est allé à El Behja. Radio Behja, on avait fait une émission pendant, je sais pas, 4-5 ans, ça s'appelait Diwan El Behja. Et ça, là, on expliquait pendant c'était 2 fois par semaine, 21h, 23h, je pense, on expliquait aux gens ce que c'était la musique. Et lui, en matière d'exigence, il ramenait la musique avec lui, des inédits, des enregistrements inédits, souvent des enregistrements où il fallait dépoussiérer. Ah oui, souvent il fallait dépoussiérer avec le texte et l'explication du texte, avec bien sûr un invité pour donner plus de largesse au texte et à la qasida. Voilà, alors Monsieur Choukron, toujours, je resterai un petit peu dans ce relationnel, mais vous qui étiez beaucoup plus son ami, alors quelle a été un petit peu la nature de cette relation amicale? Alors quand on a un parcours pareil, on a
vraiment envie d'en parler tout le temps. J'ai envie de dire de faire de la musique, de sa passion, finalement, le sujet principal de la discussion entre amis, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on avait des affinités ensemble, soit artistiques. Bon, je ne suis pas artiste, moi, j'ai rien à voir avec ça. Mais je m'intéressais beaucoup. Vous l'êtes quelque part. Oui, peut-être. Ouais. Mais lui me renseignait beaucoup sur beaucoup de choses. Par exemple, il a découvert par exemple, en tant que chercheur en musique, il a découvert un diwan qui est très important que tout le monde connaît. C'était les chansons que l'Anqa a repris c'est des chansons que Sidi Mohamed Ramaoun a composées. Par exemple, Qahoua ou Latay, L'Hamam el-Walftou, Sbita, c'est des chansons qui ont été composées par Sidi Mohamed Ramaoun au 19e siècle. Voilà. Donc l'Anqa a repris. Donc Nasser el-Din a découvert ce diwan. Donc il était curieux. Et un bon chercheur en musique. Effectivement, il faut dire quand même que Nasser el-Din Baghdadi aussi, il acceptait aussi toutes les invitations finalement au niveau des médias pour faire la promotion justement de toutes ces recherches sur la musique. Et là, on vous propose un extrait justement de l'émission Fan Bladi dans laquelle il a fait un passage. Donc je vous laisse voir cet extrait et on se retrouve juste après. D'accord. كن تاريخ شيخنا مشاهدينا الأفاضل كما جرت العادة نبقاو في منطقة الصحراء ونشوفوا كل هذا الشيء هذا مع نصر الدين بغدادي والشيخ اللي حنتكلموا عليه. أهلا وسهلا نصر الدين. شكرا جزيلا. نحيو المتفرجين وضيوفنا اليوم اللي متعونا. والشيخ اليوم من كبار الشعراء الملحون في الجزائر وربما حتى على مستوى المغرب العربي هو عبد الله بن كريو. نعم. ولد بالغواط 1870 ولكن كان عنده حظ كبير انه زاد في عائله مثقفه. الاب تاعو كان عادل ثم باش عادل وهو كذلك كان يعني في عائله شريفه معروفه صاحبه جاه. والشاعر تاعنا هو تأثر بالوالد تاعو ودرس على يده وثم درس على الشيخ بن الدين وزاد يعني في علوم القرآن في التوحيد في علم الكلام في التفسير وزاد غمخ لأنه كان فضولي. كان يحب حتى علم الفلك وأشياء تاع الفضاء يعني ربما كان في هذاك الوقت أشياء الناس ما تفكرش فيها. هو كان فضولي كان يحب. ثم يعني هذا التكوين نتاعو يعني هذا العلم هذا اللي كان عنده التكوين الجيد ساعدوه في الميدان. Et ben voilà, un fin gourmet, on le disait. Et justement, nous avons par Skype en ce moment une autre personne. C'est un auteur aussi qui a beaucoup travaillé avec le marhoum, donc Nasser el-Din Baghdadi. Il s'agit de Salim El-Hassar. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour, marhaba bik. Merci surtout d'avoir accepté de partager ce moment avec nous, d'autant plus que Nasser el-Din Baghdadi, comme le disait tout à l'heure Amine, c'est vraiment une encyclopédie qui a été fermée finalement, mais on espère au moins que tous ces travaux, on pourra donc les valoriser en ce moment, particulièrement avec vous, Salim El-Hassar, qui avait beaucoup travaillé finalement avec le marhoum sur plusieurs projets, notamment sur l'histoire et donc tout ce qui a trait à la musique andalouse, n'est-ce pas? Absolument, nous partageons à peu près la même vision sur le patrimoine musical andalou, particulièrement le Haouni ou le Gharbi d'ailleurs. Il était imbattable sur les questions relatives à ces deux genres, soit le Haouni ou le Gharbi. Le Gharbi qui est un genre purement algérien, un brassage entre la musique algérienne et la poésie marocaine qui est né à Tlemcen au cours de la fin du XVIIIe siècle et qui a donné naissance par la suite au genre bien connu aujourd'hui en Algérie qu'on appelle le Gharbi. Et sur ces questions-là, il avait une connaissance profonde et large. Il maîtrisait tous les aspects techniques en relation avec les nuances mélodiques, rythmiques, les particularités en matière de prose.
Il connaissait parfaitement l'œuvre de ses producteurs. Il était imbattable sur ces questions. Alors Salim, il faut dire que vous aviez un projet avec lui, mais entre-temps, il a disparu. Alors, qu'en-est-il de ce projet, justement? Absolument. Nous avons travaillé justement sur le genre Hawzi et nous voulions constituer une anthologie du genre Hawzi à travers ses producteurs allant du 16e jusqu'au 20e siècle, avec Saïd Mohamed El-Mendati, Ahmed Ben Fodeki, Ben Sahla, etc. Et avec aussi une étude détaillée du genre, des biographies réservées à chaque poète, et surtout avec beaucoup de textes inédits qui n'avaient fait l'objet d'aucune publication auparavant. Ce travail est pratiquement terminé. Nous attendons un peu l'aide particulière du ministère de la Culture pour permettre la publication de cet ouvrage. Alors, ce travail est bientôt fini, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, quel serait le devenir finalement de ce travail que vous avez fait ensemble? Ce travail permettra certainement une meilleure connaissance du genre Hawzi. Aujourd'hui, ce genre est un peu répandu en Algérie, et il faut dire qu'il y a une méconnaissance, particulièrement en matière de poètes, où les chansons d'auteurs connus de Ben Saïd, de Ben Fodeki passent aujourd'hui comme des pièces anonymes, alors qu'elles c'est un patrimoine d'auteurs et qui mérite justement à ce qu'on mentionne ce fait. Voilà. Alors vous restez avec nous, Salim El-Hassal. Je reviens à vous dans un petit moment. Alors Amine, Monsieur Chokroun, vous me disiez donc pendant que nous étions en train de voir l'extrait donc de Marhoum dans l'émission Fenn Bladi, vous me parliez justement des différentes langues, de la grammaire. Donc là, finalement, on voit que Sardine Bardani ne s'intéressait pas seulement à la musique, mais finalement, il s'intéressait aussi à la culture des autres pays, notamment les langues, n'est-ce pas? Il connaissait parfaitement bien l'araméen. Parlait l'araméen, les langues sémitiques comme l'hébreu, d'autres langues, surtout l'araméen. Et lui, il connaissait aussi toutes les chansons des épopées de corsaires. C'est pour ça que c'est ce qui le rapprochait beaucoup. Donc il avait tout ce répertoire de marins. Comment à l'époque on pouvait, quand on faisait des abordages, il y avait des rythmes et des hymnes qui encourageaient les marins, nos marins valeureux à l'époque, qui faisaient la course en Méditerranée. Donc il s'intéresse à ce volet qui était inédit pour moi, et c'est ce qui me rapprochait beaucoup plus de lui. C'est ce qui faisait finalement une personne très particulière, parce que s'intéresser finalement aux langues mortes. Tout à fait. C'est pas quelque chose d'aisé finalement. Exactement. Il connaissait bien le latin aussi. Hein. Ouais. Le latin, il parlait bien le latin, donc. Pour sa personne d'exception. Voilà. Il avait aussi un autre intérêt pour l'histoire, n'est-ce pas? Tout à fait. L'histoire maritime. Il connaissait bien l'histoire d'Algérie. L'histoire de l'Algérie, surtout l'histoire de la Révolution. Il connaissait pratiquement tous les parcours des anciens combattants, comme Amir Rouge, Ben Mehdi, Lotfi, Zoubir. Il avait une connaissance, mais alors c'était des détails, les mots de détails. Il les a côtoyés. Il partait aussi là, par exemple, il sortait pas à moins de 15 000 balles de livres. Hein. Et juste de passage. Hein. De passage, il avait minimum entre, on va dire, 15 000 balles de livres. Hein. Il a acheté, il se bouquinait tous les jours. Là, même depuis sa retraite, à la maison, la seule chose qui le fait sortir, c'est d'aller acheter les journaux. Les livres et les journaux, tous les jours. La seule chose qui l'oblige à sortir, c'est d'acheter les journaux et de se documenter. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Comme dirait M. Chokroun, c'est quelqu'un qui s'intéressait énormément à l'histoire. Énormément. Et à l'histoire de l'Algérie, du monde, du reste du monde. Bah oui, s'il s'intéressait aux langues, il aimait bien l'art culinaire aussi. C'était un fin gourmet. Il s'intéressait à toutes les cuisines. C'est-à-dire, il peut vous dire ce que, par exemple, à l'Rouad, on mange ça avec ça, à Biskra, on mange ça avec ça, en Tunisie, on mange ça avec ça, au Maroc, on met ça avec ça et tout. Lui, c'est tout un art aussi. Ah oui, lui, pour ça, il avait des livres pour ça. Il s'intéressait à cela. Il aimait le football aussi. Alors, les gens ne connaissent pas
trop sur ce plan-là. Il aimait le football ancien. Moi, il me parlait que du football ancien. Qu'est-ce que vous appelez le football ancien? Le football ancien, c'est les anciennes équipes algériennes, les anciennes équipes européennes et tout. Il va pas regarder un match actuel, mais les anciens matchs, les anciennes équipes de football, il connaissait tous les joueurs, toutes les compositions. Voilà, il aimait bien le foot, il aimait bien l'art culinaire, il aimait bien l'histoire, il aimait la vie, à vrai dire. Il aimait la vie, il était avenant. Il était avenant, il donnait, il aimait recevoir et être avec les amis autour d'une table. Et ça, c'était un Sardine Brdadi. Et pas n'importe quelle table, du moment. Ah non, pas du tout. C'était un fin gourmet. Il s'intéressait à tout. Voilà. Sa particularité, donc lui, il cultivait l'élitisme par le savoir, par les connaissances, par la culture, contrairement. Donc il délaissait tout le côté matériel. La preuve, il vit toujours dans l'appartement de ses parents. Il n'a jamais bénéficié de quoi que ce soit, donc il vivait voilà, exactement. Voilà. Il se documentait énormément, il écoutait beaucoup les anciens maîtres, parce qu'il avait beaucoup de respect pour les anciens maîtres, les Dahman Ben Achour, les Abdelkarim Dali, les Skandrani, il avait beaucoup de respect. Il les a côtoyés en plus. Il les a côtoyés. Il disait ça, c'est un maître. Tout jeune. Il dit ça, c'est un maître. C'est vrai. Le Hadj Tahak Ferdani aussi, il avait sa part chez lui. Voilà. Il avait du respect pour les maîtres. J'imagine. Alors il nous reste 5 minutes à la fin de l'émission. Je voudrais bien quand même qu'on termine sur peut-être une question. Qu'est-ce que vous retenez finalement de Sardine Brdadi Allah yarhamou Saleh? Me concernant que du bon. J'ai beaucoup appris avec lui, notamment sur la musique arabe andalouse et tout. J'ai appris beaucoup. C'est vrai qu'il nous laisse orphelins comme ça avec son savoir et tout. Voilà, Allah yarhamou, je tiens à présenter mes condoléances à sa famille, à sa maman, à qui il tenait beaucoup, à sa soeur et à ses frères. Voilà, Allah yarhamou, tu nous as laissé. C'est tout. Monsieur Chakron? On ressent beaucoup un vide, le vide qu'il nous a laissé par sa disparition. Et là, on s'incline sur sa mémoire. Et je crois qu'on est devenu un, comme on dit. Exactement. Sans lui, il nous manque beaucoup. Voilà. Alors, Salim Hassar, vous êtes toujours avec nous? Oui, je voulais juste signaler allez-y. Que Sardine Brdadi aussi détenait du fait qu'il ait côtoyé des grands dans la chanson algérienne, tel Reina, dont c'était l'élève, et Cheikh Abdelkarim Dali aussi, c'était son élève au conservatoire de Cuba. Et d'autres personnalités comme Mustafa Skandrani, Ahmed Ben Achour, Sadiq Bjaoui et d'autres, ils détenaient une grande richesse sur le plan aussi des pièces classiques et populaires dites rares, ou moufous, ce qu'on appelle en termes connus. Et ces connaissances vont dans tous les genres, que ce soit dans la Sanaa, dans le Gharbi, ou dans le Zindani, ou dans le Houzi. Et il est aussi à la source, à l'origine du développement des carrières artistiques d'un certain nombre de musiciens algériens. Je citerai d'exemple Brahim Hashtaten, Rim Hafifi, Zakia Farasoti aussi, Salih Trouja, Lila Boursani, aussi Hamidou, que nous saluons au passage. Et voilà, donc c'était le milieu en tous les cas de l'art vient de perdre un grand homme, la personne de Sardine Brdadi. Alors justement, Salim Hassar, il y a Amine qui insiste sur le fait que vous êtes le digne héritier en termes de recherche, en termes de connaissances donc, sur la musique andalouse donc, du défunt Marhoum Sardine Brdadi. Alors justement, vous, à travers cette relation de recherche, cette relation, donc particulièrement ce projet quand même très lourd en termes de recherche, en termes de connaissances, en termes de détails sur la musique andalouse, qu'est-ce que vous retenez de lui aujourd'hui? Je retiens de lui d'abord le souvenir d'une amitié sincère et aussi un grand homme, un féru pétri de culture, de savoir. Il avait une connaissance profonde et large et personnellement, je n'arrêtais pas d'apprendre avec lui. Voilà. Eh bien, Salim Hassar, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je rappelle, vous avez été parmi nous à partir de Tlemcen. Vous êtes auteur. On vous recevra avec un très grand plaisir une fois, Inch'Allah, que le projet verra le jour. Vous viendrez probablement partager avec nous ce grand projet, Inch'Allah. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, alors je reviens à vous. Donc là, nous arrivons un petit peu à la fin de l'émission. Peut-être un dernier mot? Merci pour l'invitation, pour l'hommage rendu à notre ami Sardine, à l'ami de tous, Sardine Brdadi.
Merci à vous déjà qui avez accepté de venir, de partager. C'était un devoir de parler un petit peu de lui, quoique les minutes ne suffisent pas pour évoquer sa vie artistique et sa vie radiophonique et télévisuelle. J'espère qu'on aura d'autres occasions pour parler de lui et d'autres personnes. Merci encore pour l'invitation. Inch'Allah, est-ce que, Amine, au niveau de la chaîne 3, vous avez peut-être un projet pour lui rendre hommage? Nous l'avons fait avec BDA la semaine dernière, jeudi dernier. On avait fait pendant 2 heures un hommage rendu à Saladin Brdadi. La radio Chaîne 3 compte démarrer une émission sur l'arabo-andalou et continuer sur la même lignée, notamment peut-être probablement avec notre ami Salim El Hassan, et faire le suivi et la suite de l'arabo-andalou, parce que c'est un riche patrimoine algérien que nous devons protéger et continuer à faire connaître aux Algériens. Voilà, et puis surtout, essayer aussi d'élucider certains secrets de cette musique andalouse, parce que finalement, bien sûr, il y a toujours, l'andalou, c'est profond. C'est profond, L'andalou, c'est profond, c'est vaste et tout. Et un marham comme Saladin Brdadi avait cette connaissance. Mais j'espère qu'on continuera à le faire. Inch'Allah, voilà. Inch'Allah. Voilà. Monsieur Chakran, un dernier mot? Sa mémoire restera toujours en nous, là. On ne va pas l'oublier. Jamais. Il va toujours durer. Voilà, de toute façon, il a laissé beaucoup d'écrits, il a laissé beaucoup de recherches. Donc, il est parti peut-être physiquement, mais il est là encore avec son travail. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir partagé ces beaux souvenirs et surtout le parcours de Marham Saladin Brdadi. Voilà, donc l'émission arrive à son terme. Ça a été un très grand plaisir pour moi de vous avoir accompagné cette matinée. Vous retrouverez demain, Inch'Allah, à partir de 8h30, Iman Mahal Gras à partir d'Orange. Vous retrouverez moi-même à partir de mardi, Inch'Allah, à partir de 8h30. D'ici là, je vous dis portez-vous bien. Excellente journée à tous. Au revoir.